Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct pour l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo, stage d'un jour. On est très heureux à Jeunes Expo de vous offrir cette chance d'exploration-là à vous les jeunes à la maison pour vous aider puis vous éclairer dans votre processus de choix scolaire et professionnel qui n'est pas toujours une décision simple et évidente. On comprend. Donc, je me présente. Mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté. Je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui sera votre animatrice pour cette entrevue bien spéciale. Comme vous le savez sans doute à la maison, cette semaine, c'est notre semaine coup de cœur. Donc, on va recevoir 4 mentors au courant de la semaine qui exercent différents métiers, différentes professions qui sont extrêmement en demande là, à chaque année de la part des jeunes qui participent. Et pour aujourd'hui, on reçoit une mentor qui est pharmacienne, une profession extrêmement populaire auprès de nos inscrits. Donc, on est très heureux de recevoir Madame Rachel Rouleau, pharmacienne donc au CIUS de la capitale nationale. Bonjour, Madame Rouleau. Bonjour, Adrienne. Bien, tout d'abord, un énorme merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je le mentionnais, la profession de pharmacien et pharmacienne, ça touche beaucoup l'intérêt des jeunes. Ben oui, puis c'est bien, j'en suis fort heureux, je vous dirais, là. D'autant plus que, comme beaucoup de professions en santé, la profession de pharmacien va subir une rareté de ressources humaines. Donc, tous ceux qui vont choisir cette profession et qui l'aimeront vont pouvoir travailler toute leur vie et bien vivre finalement de cette profession-là. Tant mieux, c'est populaire. Et puis, je tiens à mentionner pour les jeunes à l'écoute, si jamais vous avez des questions spécifiques pour Madame Rouleau aujourd'hui, simplement les écrire en commentaire sous la vidéo, puis on tentera d'y répondre tout au long de l'entrevue. Donc, pour commencer, Madame Rouleau, pouvez-vous nous expliquer rapidement pourquoi c'est important pour vous d'être mentor, pourquoi vous voulez vous adresser à la jeunesse pour partager votre passion? Bien, parfait. Deux principales raisons. La première raison, et la plus importante, là, c'est que je pense que c'est essentiel, c'est important finalement d'agir comme mentor à tous les endroits possibles pour faire la promotion de notre profession, pour aider aussi les jeunes à choisir un métier qu'ils vont aimer. Je pense que peu importe ce qu'on choisit, peu importe ce qu'on fait dans la vie, si on l'aime, on va le faire avec passion et c'est ce qui va faire que ça va réussir. Donc, je pense que c'est la principale raison. L'autre raison, c'est que je dois vous avouer que je suis chef adjointe d'un département de pharmacie en enseignement, formation, recherche. Donc, quelque part, ça fait partie de mes tâches aussi de contribuer à ce genre d'activité-là. Donc, ça me fait plaisir d'être là. Excellent. Bien, merci encore. On est tous très curieuses d'en apprendre plus sur votre profession. Et puis là, déjà en partant, c'est que les jeunes ont peut-être en tête que pour exercer comme pharmacien et pharmacienne, on a souvent l'environnement de travail en pharmacie privée qui nous vient en tête. Mais là, dans votre quotidien, à vous exercez dans le domaine de la santé, précisément au CIUS de la capitale nationale. Donc, qu'est-ce que c'est le CIUS de la capitale nationale plus précisément? Oui. Donc, le CIUS de la capitale nationale, c'est un énorme établissement qui va de la région de Portneuf, là, pour les gens du Québec, là, les petits poissons des chenaux, peut-être que ça vous dit plus quelque chose, là. Donc, ça, c'est dans Portneuf. Et on se rend jusque dans la région de Charlevoix. Puis, on couvre là, toute la région de la capitale nationale. La région de Charlevoix, là, pour vous situer de façon environnementale, là, c'est jusqu'au Béluga. Donc, jusqu'aux baleines, finalement. Ça, c'est le territoire du CIUS de la capitale nationale. Donc, c'est un énorme territoire qui a 200 ou 300 installations et qui est responsable de l'ensemble des soins de santé de première ligne et de deuxième ligne et même de certains soins spécialisés, comme par exemple la psychiatrie, la gériatrie et plein d'autres. Mais tous les soins de première ligne, tous les CLSC, toute la vaccination que plusieurs d'entre vous allez subir dans les prochains jours, je vous dirais. Là, on est à moins d'une semaine, je pense, du début de la campagne. Bien évidemment, cette campagne-là de vaccination est faite par le CIUS. Et en plus, la majorité des vaccins que vous allez recevoir sont gérés par le département de pharmacie. Donc, tout le circuit du produit immunisant, puis la préparation de ces vaccins-là, c'est fait par le département de pharmacie du CIUS de la capitale nationale. Donc, le département de la pharmacie vraiment a un gros mandat là, avec la pandémie actuelle. Oui, j'avoue qu'on s'ennuie pas. Présentement, là, à peu près toutes les professions de la santé, là, c'est rare qu'on se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. On a toujours une liste de tâches là, relativement importante, mais évidemment, c'est stimulant, je pense, de contribuer, dans le fond, à combattre cette pandémie-là, puis à tenter d'en minimiser du moins les impacts. Je ne sais pas dire de l'éradiquer, mais on n'est pas tout à fait là encore.
Totalement. Si je comprends bien, en fait, le CIUS, comme vous le dites, ça gère des différents départements de la santé, notamment les CLSC, versus dans les milieux hospitaliers, là, c'est vraiment là, les centres hospitaliers là, qui sont gérés. En fait, les CIUS contiennent aussi des hôpitaux. On a chez nous l'hôpital de Portneuf, l'hôpital de la Malbaie, l'hôpital de Baie-Saint-Paul, l'hôpital Chauveau, Saint-Anne-de-Beaupré, il y en a plein. La seule différence, c'est que les CIUS couvrent l'ensemble du territoire québécois. Les seules exceptions, ce sont les établissements tertiaires ultra spécialisés, comme par exemple le CHU de Québec ou le CHUS à Sherbrooke, le CHUM, le CUSUM, donc le Centre universitaire de santé McGill, qui, eux, ont des soins vraiment très spécialisés. Là. Donc, c'est une chirurgie très, très, très spéciale, là, des soins intensifs très particuliers, de la cardio, et ils n'ont pas de soins de deuxième puis de première ligne. Alors que la mission des CIUS, c'est vraiment de répondre aux besoins spécifiques de l'ensemble de la population. Et comme ces soins-là sont beaucoup plus spécifiques, ben, de mettre un CHU, un centre hospitalier universitaire à Gaspé, pour donner un exemple, là, ou je sais pas, au Nunavut, bien évidemment, il n'y aurait pas le bassin de population pour remplir les besoins puis l'offre que peut faire cet établissement-là. Donc, ces gros centres-là regroupent ces services-là qui sont moins fréquents, mais qui sont évidemment aussi nécessaires pour la population. Super. Donc, maintenant qu'on a précisé votre environnement de travail puis la mission des CIUS et des CIUS, pouvez-vous nous expliquer à quoi ça ressemble une journée type comme pharmacienne dans ce beau réseau de la santé? Oui, bien, tout à fait. Vous avez probablement compris que nos journées ne sont pas nécessairement très routinières. En tout cas, les miennes, comme chef adjointe, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de routine. Et par contre, il y aurait un petit peu plus de routine, si on veut, là, au niveau des pharmaciens cliniciens. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là arrivent habituellement tôt le matin, là, entre 8 et 9 heures. Il faut dire que, étant donné qu'on est professionnel, on a souvent une certaine autonomie à gérer notre horaire, donc à faire ce qu'il faut quand il le faut pour les besoins des patients. Les patients n'ont pas toujours des besoins à 8 heures le matin, là. Puis des fois, il y en a qui en ont 6 heures le soir. Donc, on doit gérer notre horaire là, pour répondre aux besoins des patients. Et que ce soit en milieu communautaire, parce que plusieurs milieux, là, j'imagine qu'on va y revenir tout à l'heure, où le pharmacien peut exercer, mais en établissement, donc les pharmaciens commencent le matin, vont prendre connaissance là, du nombre de patients qu'ils auront rencontrés. Et par la suite, ben, ils vont rencontrer ces différents patients-là. La loi sur la pharmacie a énormément évolué dans les dernières années aussi. Donc, souvent, le pharmacien est partie prenante, pour ne pas dire le principal responsable de la pharmacothérapie, donc des traitements des patients. Donc, il va prescrire, amorcer, ajuster, suivre la pharmacothérapie et tout ça en collaboration avec le reste de l'équipe traitante et évidemment les patients qui sont là. Une fois que l'ensemble des patients, ou de façon intercalée là, avec le suivi des patients, bien évidemment, on doit documenter aussi nos interventions dans les dossiers des patients, évidemment, puisqu'on doit, tout ce qu'on fait pour eux doit être documenté dans le dossier. C'est important aussi pour suivre le fil là, des différentes pathologies ou du séjour hospitalier ou externe. Donc, on prend soin de documenter tout ça, ne serait-ce aussi parce qu'évidemment, on a une bonne mémoire. Je pense que la majorité d'entre vous le savez, mais on ne peut pas retenir les 500 000, 5 000 patients qu'on suit, avoir tous les détails. Donc, nos notes nous servent aussi à ça, à reprendre le fil des événements pour une visite subséquente. Totalement. C'est un résumé, mais ça ressemble là, le plus souvent la majorité des pharmaciens, comme la majorité des professionnels de la santé, ont un horaire type là, qui ressemble à ça. Vous avez mentionné que, justement, le domaine a évolué au niveau de la pratique, puis des actes réservés en pharmacie. Vous avez d'ailleurs mentionné tout ce qui est le traitement qui peut être octroyé maintenant par pharmacien, pharmacienne, le diagnostic, puis la préparation aussi. Donc, ça c'était pas de la même façon là, il y a quelques années. Ça a vraiment évolué. Puis vous avez plus de responsabilités maintenant comme pharmacien, pharmacienne. Oui, tout à fait. Bien, à vrai dire, on joue un petit peu sur les mots. Là. On ne fait pas de diagnostic. Hein. Si je résume là, grossièrement, disons, les principales professions, donc le médecin fait de la médecine, puis ça, ben, c'est principalement de diagnostiquer, d'investiguer, de rechercher. Le pharmacien fait de la pharmacie, donc il traite les pathologies. Et l'équipe de soins infirmiers, ben, ils font des soins infirmiers, donc ils dépistent, ils évaluent.
En effet, là, depuis les dernières années, la dernière décennie, je vous dirais, la profession a évolué beaucoup. Le pharmacien avait les responsabilités du choix de la pharmacothérapie, de sa bonne utilisation, mais il n'y avait pas tout à fait les outils pour assumer ces choix-là. Et les dernières modifications, ben, c'est que là, vraiment, on a eu l'ensemble des outils pour prendre en charge, si on le souhaite, tout dépendant des milieux, l'ensemble de la pharmacothérapie. Donc, de prescrire, d'initier, de suivre, de prescrire tous les examens de laboratoire, d'évaluer la condition, de prendre la pression, par exemple, des patients. C'est rendu vraiment extrêmement large. Et la raison, ben, c'est que ce soit accessible. T'sais, si quelqu'un se présente, par exemple, dans une pharmacie communautaire, ben, qui se sent pas bien, qui a l'impression que c'est sa pression, ben, que le pharmacien puisse prendre sa pression puis ajuster ces choses s'il y a lieu pour que ce soit plus simple pour la population. Totalement. J'imagine que quand on exerce comme ça en milieu hospitalier ou dans les CIS, en fait, il doit y avoir une forte collaboration entre les différents corps de métier. Vous avez mentionné infirmiers, infirmières, mais aussi les médecins. J'imagine que la communication puis le travail d'équipe dans ce secteur d'activité-là est très important. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que si on choisit de faire la pharmacie, à part quelques exceptions, là, parce qu'il y a différents lieux de pratique, mais la majorité des pharmaciens sont de grands et de bons communicateurs et collaborent bien en interprofessionnalité là, avec les autres professions, puis et avec les patients aussi. Hein. Il faut être capable de vulgariser, d'expliquer aux patients selon les données qu'on a, quel est le meilleur traitement, à notre avis, hein, selon les données qu'on a, puis quels sont les risques de ce traitement-là aussi, puis de choisir avec le patient là, celui qui lui convient. Tout à fait. Donc, vous mentionnez le lien de confiance, puis l'aisance à communiquer avec les autres professionnels, mais aussi avec les patients. Puis ça, bien, on vient défaire probablement un mythe associé à la profession, à savoir que le pharmacien, pharmacienne est toujours derrière son comptoir dans le laboratoire. Mais là, de ce que je comprends, c'est que c'est pas vraiment ça la réalité. On est souvent amené à aller directement là, auprès des patients. Tout à fait, tout à fait. Et de plus en plus, parce qu'il va falloir qu'on fasse équipe avec le patient pour que le traitement soit le plus optimal possible. Hein. Tu sais, ultimement, comment je pourrais vous dire, tu sais, le meilleur médicament là, au monde, là, ben, c'est celui que va prendre le patient, celui qui va accepter de prendre comme il doit. Donc, évidemment, on doit faire une alliance avec lui pour choisir celui qui lui convient mieux. Vous avez également nommé une information importante, à savoir, on ne peut pas tout connaître, les particularités médicales de chacun de nos patients. Puis j'imagine qu'on peut pas tout connaître par cœur non plus, toutes les particularités de la pharmacie, de la pharmacologie, parce que les petits caractères qu'on voit, nous, quand on va acheter un médicament, il y en a tellement. Je me dis que pour la panoplie des traitements puis de la pharmacie, vous pouvez pas connaître tout seul au bout de vos doigts. En effet, on peut pas tout savoir par cœur, toutes les études, tous les médicaments, toutes les particularités pour certains types de pathologies, puis déchiffrer hein, les ordonnances. Je crois que de plus en plus maintenant, les ordonnances sont faites de façon informatique. Donc, ça a amélioré la lisibilité, si on veut, de l'ensemble de l'œuvre. Mais c'est sûr qu'on a des bonnes connaissances de base hein, sur l'ensemble des choses, mais on a aussi accès à un ensemble de ressources qui font en sorte qu'on a au bout des doigts, finalement, au bout de notre écran, au bout de notre clavier, l'information pour pouvoir poser un jugement clinique là, pertinent avec la situation qui est devant nous. Mais on utilise évidemment beaucoup des bibliothèques virtuelles, différents outils électroniques. Et c'est sûr que certains sont en français, mais je vous dirais que la langue internationale, là, au niveau de la santé, demeure quand même l'anglais. Donc, beaucoup de ces références-là sont accessibles en anglais. Mm-hmm. On parle donc des références puis de l'accès à la technologie, aux bibliothèques virtuelles et tout. Ça m'amène à poser la question à savoir quel genre d'outils vous utilisez dans le cadre de votre travail dans le domaine de la pharmacie là, en milieu de la santé comme ça. Oui. Ben, tu vois, je pense que l'outil le plus important, c'est l'humain dans le domaine de la pharmacie parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on doit faire alliance avec les patients, avec le reste de l'équipe pour choisir les meilleurs traitements. Et tout le reste peut nous être fourni par des machines ou par des sites, mais cette capacité-là, la machine ne peut pas le faire. Donc, de personnaliser le choix d'un traitement à un patient en particulier, dans une situation en particulier, ça, évidemment, ça prend des humains pour faire ça, puis ça prend une communication avec eux.
Fait que ça, je vous dirais que c'est le principal outil d'être un humain et de pouvoir bien exploiter cette communication-là. Sinon, ben, les autres outils, il y en a plein. Là, il y a des logiciels de calcul mathématiques, d'élimination, de pathologie, de traitement, d'effets indésirables, d'interaction. Tu sais, quand on mélange un peu de la chimie, si on veut, là, quand on mélange certaines choses ensemble, qu'est-ce que ça peut faire? Donc, ça, on a beaucoup d'outils qui peuvent nous aider, mais c'est sûr que plus on est vieux comme moi, là, plus on a de l'expérience, plus on a vu de situations où on a rencontré certaines pathologies. Donc, parfois, plus on a de connaissances accumulées, d'effets que ça peut avoir dans telle ou telle situation. Vous avez mentionné l'aspect de la chimie parce que ça reste quand même un peu ça, veut pas, quand on travaille avec les médicaments, les substances, faut connaître les réactions chimiques puis savoir les reconnaître aussi, toujours dans l'optique de bien faire son travail et de protéger le patient surtout. Mais ça m'amène à la question tant attendue. Quelle est la formation associée à la profession de pharmacien? Est-ce qu'il y a des préalables qu'on doit quand même prendre à même le secondaire, chimie physique, maths? Oui, tout à fait. Bien, en fait, le cheminement peut être assez simple et la majorité des gens font leur sciences de la nature, donc au niveau collégial. Diplôme d'études collégiales de 2 années, là, souvent les gens le font de façon intensive, parfois à temps partiel aussi, c'est possible. Et par la suite, l'admission se fait directement en pharmacie à l'université et le type d'études auquel on s'inscrit, ça s'appelle un PharmD, donc un doctorat de premier cycle en pharmacie. Ce n'est plus un baccalauréat. Et vous comprenez donc que le nombre d'années pour accueillir ça, c'est à peu près l'équivalent de 5 ans d'années universitaires. Donc, un nombre de crédits ou un nombre d'heures. C'est sûr qu'il y a toujours une possibilité aussi, parce qu'on a des candidats qui nous arrivent du milieu collégial, mais il y a aussi des candidats qui nous arrivent du milieu universitaire. Donc, quelqu'un qui est en ergo, qui est en médecine, qui va refaire une demande d'admission sa 2e ou sa 3e année, ou des fois même à la fin de son bac, puis il va commencer son doctorat en pharmacie. Donc, c'est possible de passer via d'autres programmes universitaires, mais le plus souvent, les étudiants nous arrivent quand même du milieu collégial en ayant complété leur sciences de la nature. Et qui dit sciences de la nature, ben, dit, à mon époque, on appelait ça les maths 436, là, puis la physique. Les mathématiques fortes. Mathématiques fortes. Bon, ben, disons qu'habituellement, pour faire les sciences de la nature, ça prend aussi ces prérequis-là, même au niveau du secondaire. Tout à fait. Donc, déjà, dès le secondaire, il faut avoir certains préalables pour faire sa demande d'admission au collégial en sciences de la nature. Puis déjà, en sciences de la nature au collège, ben là, on peut déjà toucher à la chimie puis la physique un peu plus concrètement, un peu plus dans le détail. Puis ça, ben, ça va être vraiment aidant là, une fois qu'on va faire sa demande d'admission en pharmacie à l'université. Est-ce que la formation est très théorique? Est-ce qu'il y a des stages, par exemple, qui sont inclus dans le 5 ans d'études? Oui, tout à fait. Dans le 5 ans d'études, il y a beaucoup de stages, puis il y en a dès la première année, puis il y en a durant 5 ans. Donc, les premières années, c'est des stages qui sont un petit peu plus courts. Et évidemment, la complexité des compétences qui seront acquises iront en augmentant. Donc, parfois, c'est, je ne sais pas, moi, la première année, ça peut être un patient qui a juste l'hypertension, qui est jeune. Puis la dernière année, ben, il va avoir l'hypertension, mais avec 10 autres pathologies, puis 10 médicaments, puis il va être âgé, puis il n'éliminera pas bien. Donc, la complexité des cas, évidemment, va augmenter là, dans le cursus. Les stages, donc, il y en a chaque année, comme je vous disais, d'1 semaine. Après ça, ça va être des stages de 2 semaines. Après ça, des stages de 3 semaines. Et une fois qu'on a terminé notre PharmD, parfois, il y a des petites sessions aussi l'été, là, pour être parfaitement honnête. Là. Donc, habituellement, on le fait sur 4 ans, mais souvent, on a des cours aussi l'été ou des stages qui sont possibles. Donc, ce qui fait l'équivalent d'à peu près 5 années universitaires à la fin. Et une fois qu'on a complété notre doctorat de premier cycle, donc le PharmD, il y a une possibilité de continuer si on aime ça, si on souhaite. Il y a entre autres différentes opportunités qui s'offrent à nous. Il y a entre autres une maîtrise en pharmacothérapie avancée. Donc ça, c'est souvent le profil que les pharmaciens qui veulent pratiquer en établissement vont suivre. Il y a aussi la possibilité, évidemment, d'aller dans des maîtrises ou dans des doctorats plus fondamentaux pour faire de la recherche, qu'elle soit clinico-fondamentale. Et évidemment, une fois qu'on a terminé
notre formation en pharmacie, on peut évidemment pratiquer en établissement, donc comme dans le CIUS, comme dans les CHU. On peut évidemment, dans la majorité des cas, c'est ce qui se produit aussi, travailler en milieu communautaire, donc chez Jean Coutu, chez Famille Prix, chez Brunet, je les nommerai pas toutes, mais c'est ce qu'on appelle une pharmacie communautaire, une officine. Vous pouvez mettre ça là, dans votre jeu de Scrabble. Communautaire, c'est quand même assez long, ça doit être payant, même s'il n'y a pas de lettre particulière. Donc ça, c'est des possibilités, mais il y en a plein d'autres aussi. Donc, comme je vous disais, en recherche, on peut travailler pour l'industrie. Il y a probablement des pharmaciens qui ont travaillé dans le développement des vaccins qu'on utilise présentement, qui sont administrés au niveau mondial, puis qui travaillent aussi pour la stabilité, tu sais, qui font des études pour ça, là, de ces produits-là. Il y a moyen de travailler aussi au niveau du gouvernement. Donc, pour le ministère de la Santé, pour la Régie de l'assurance maladie, pour des compagnies d'assurance, et même dans les forces armées. Là. Il y a des pharmaciens dans les forces armées, évidemment, il y en a presque partout. Il y a une question qui revient fréquemment parce qu'on sait que lorsqu'on est pharmacien, pharmacienne, on est régi par un ordre professionnel, toujours dans la protection du public. Mais il y a une question qui revient à savoir, est-ce qu'on peut travailler à l'extérieur du Québec si on a fait nos études ici? Par exemple, est-ce qu'on peut travailler à l'étranger, aux États-Unis, dans différentes provinces canadiennes? Oui. Ouais, c'est une excellente question. D'abord, pardonnez-moi, j'ai comme un petit chat dans la gorge. Je vais prendre un petit peu d'eau si vous me permettez. Oui, oui. Parfait. Donc, au niveau de l'ordre professionnel, en effet, toutes les professions libérales là, sont régies par des ordres professionnels. Donc, il y a des avantages à avoir un ordre professionnel, particulièrement pour les patients. Ils sont là pour protéger, pour surveiller un petit peu là, la qualité de notre pratique. Nous, il y a des petits inconvénients. On doit payer une cotisation à l'ordre des pharmaciens. Mais je vous dirais qu'une fois que vous aurez gradué, le salaire que vous allez faire vous permet amplement là, de payer ces cotisations-là. Là, ça vous appauvrit pas là, pour autant. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, au niveau de la pratique à l'extérieur du Québec, si on gradue ici au Québec, bien, au Canada et dans différents pays, il y a des mécanismes d'équivalence qui sont reconnus. Et il y a aussi la possibilité de faire un simple examen à la fin de notre formation qui va nous permettre de pratiquer dans les différentes provinces canadiennes, par exemple. Donc, c'est quand même assez simple et assez organisé. Et c'est pas rare de voir des gens qui vont pratiquer à l'extérieur de la province ou à l'extérieur du pays ou des gens d'autres pays ou d'autres provinces qui vont venir travailler au Québec. Comme par exemple, pour vous donner un exemple très, très, très précis, très clair, au Nouveau-Brunswick, c'est quand même une des provinces canadiennes, hein, dans les maritimes, ils n'ont pas de faculté de pharmacie. Au Nouveau-Brunswick, donc c'est une plus petite province. Donc, souvent, ce sont des pharmaciens qui sont formés au Québec qui vont aller pratiquer au Nouveau-Brunswick. Bien, merci pour la précision. C'était des fois une question qui revient. Sinon, si on parle plus de votre parcours personnel, comment est-ce que vous avez su que c'était cette profession-là que vous vouliez faire plus tard? Ah, ça, c'est une question un petit peu plus compliquée. Là. Il y a 30 ans pratiquement de pratique là, à vous résumer en quelques minutes. La première chose, moi, très, très jeune, tout ce que je voulais faire, c'était faire le bien. C'était aider les gens. Okay? C'est pas compliqué. Et donc, j'avais une possibilité là, de profession où c'était possible de faire qui était quand même très, très large. Et comme peut-être certains d'entre vous, là, je me suis donc inscrite en plein de choses pour retarder le plus possible la décision parce que j'avais de la difficulté un petit peu à choisir et ça m'a pas aidé parce que j'ai été acceptée dans tout ça. Là. Puis quand même, à la fin, il fallait que je choisisse. Mais je vous dirais que lorsqu'on part avec des besoins un petit peu généraux comme ça, tu sais, de faire le bien, je pense que j'aurais été dans n'importe quelle profession où j'aurais pu faire ça. Et je l'aurais fait avec passion, tu sais, comme je me connais, là, je joue au ballon avec passion. Fait qu'imaginez quand j'ai un patient entre mes mains et que je dois aider, je le fais avec passion aussi. Donc, j'aurais probablement été bien. Fait que ce qu'il faut, c'est trouver ce qu'on aime, hein, et suivre ce petit filon-là. En pharmacie, évidemment, j'ai pu me réaliser parfaitement, là. Et j'ai eu beaucoup de chance aussi parce qu'en faisant ma maîtrise en pharmacothérapie avancée, en travaillant dans des gros établissements, à Sherbrooke, entre autres, ici à Québec, j'ai pu faire plein de choses. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai dû aller présenter à Nice, en France, à Monaco, aux États-Unis, avec les travaux de recherche que j'ai fait. Fait que c'est vraiment, j'ai eu pratiquement une carrière de rêve.
Et j'ai pu faire beaucoup de cliniques. J'ai travaillé beaucoup avec des médecins aussi dans les groupes de médecine de famille. Fait que j'ai eu une pratique vraiment très, très, très large, très, très diversifiée. Étant donné mon hyperactivité, là, ben, évidemment, ça faisait en sorte que j'étais comblée finalement par tous ces différents mandats. C'est vraiment inspirant pour les jeunes à l'écoute parce que nécessairement, on réalise que lorsqu'on veut exercer comme pharmacien, pharmacienne, encore une fois, c'est pas restreint à être derrière le comptoir. Il y a toutes sortes de possibilités de carrière et de défis qui s'offrent à nous, que ce soit justement en recherche, que ce soit auprès des patients directement, dans des équipes multidisciplinaires. Il y a vraiment tout plein de secteurs d'activité et de belles possibilités de carrière. Oui. Puis on peut même être amené à voyager à l'étranger, comme ça a été votre cas, là. Oui, on peut être obligé parfois de faire ça là, pour aller présenter certains résultats. Puis la recherche, c'est pas toujours de la recherche dans des laboratoires. Hein. Parfois, c'est de la recherche clinique avec des patients où on doit développer, trouver des meilleures façons d'atteindre certaines choses. Et je vous dirais que c'est souvent celle que les cliniciens vont faire. Là. Et c'est très, très valorisant de faire ça. Puis parfois, comme ce fut mon cas, ben, il y a certaines interventions qu'on développe et qui sont réutilisées là, à travers la province, à travers le pays, à travers même d'autres pays. Là. Les Chinois, les Français, les Américains, il y a plein de gens qui nous demandent des informations sur nos travaux puis qui vont probablement développer quelque chose de similaire. Fait que c'est extrêmement gratifiant ou valorisant. Si j'avais des bretelles, je pourrais, comme on dit au Québec, me péter les bretelles là, parce que c'est vraiment une belle carrière et la pharmacie nous permet de faire tout ça. Mm-hmm. Donc, vous exercez en quelque sorte, oui, en santé, mais aussi en sciences, puis tout ce qui est la recherche, puis l'échange des connaissances à l'international, c'est vraiment riche en expérience et en connaissances. Ça fait aussi la beauté là, de l'ère moderne avec tout cet échange-là, l'accès à l'information qui est possible, là, ça permet une belle ouverture. Maintenant, une question qui revient aussi très fréquemment, c'est de savoir quel est le plus grand défi relié à votre profession. Le plus grand défi relié à la profession, bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs, il y aura plusieurs défis là, dans les prochaines années dans l'ensemble du réseau de la santé. Là. Au niveau du réseau de la santé, les deux gros défis, là, c'est le vieillissement de la population. Donc, les gens auront probablement de plus en plus de médicaments, de plus en plus de pathologies, puis tout ça là, est mélangé ensemble, ça interagit. Et on n'a pas nécessairement toutes les données là-dessus. Donc, il faut développer notre jugement clinique pour bien utiliser cette pharmacothérapie-là. Et l'autre élément, c'est la rareté des ressources humaines. On le voit même déjà cette année, il manque de cuisiniers, de gens pour servir. Dans la campagne de vaccination, on voit combien de gens on a dû recruter puis à quel point ça peut être difficile. Bien, ça va être la même chose aussi dans la santé. Donc, il faut qu'on arrive à mettre la bonne personne au bon endroit pour qu'elle fasse les bonnes choses pour aider les gens. Fait que, tu sais, on n'aura pas le bénéfice de se tourner les pouces là, encore bien longtemps. Et il va falloir que tout le monde aime ce qu'ils font et le fasse bien, puis le fasse avec efficacité. Fait que je pense que ça va être le plus gros défi. C'est sûr qu'on s'est bien positionné aussi parce qu'on a en pharmacie, comme vous le savez peut-être, des assistants techniques en pharmacie qui peuvent soutenir le travail du pharmacien, particulièrement les tâches techniques. Et on est en train aussi, d'ailleurs, dès cet automne, il y aura un nouveau diplôme d'études collégiales qui va commencer, qui est une technique en pharmacie. Oui. Donc, on aura deux types là, de professionnels qui vont pouvoir nous aider à gérer, dans le fond, l'ensemble de la pharmacothérapie, puis à gérer tout le circuit là, des médicaments et des produits immunisants. Fait que ça va nous être utile pour que le pharmacien puisse vraiment jouer un rôle de plus en plus clinique en soutien directement aux patients ou à l'équipe et aider les gens à choisir les meilleures thérapies dans la situation de... Totalement. Donc, si jamais les jeunes, vous avez des questions là, par rapport à ces autres programmes-là au niveau technique collégial puis au niveau du DEP, vous pouvez toujours aller consulter votre conseillère d'orientation à l'école là, pour vous informer sur ces domaines-là, ces diplômes-là qui sont quand même en lien avec le secteur de la pharmacie, mais qui nécessitent moins d'études. Donc, c'est finalement la fin de l'entrevue. Ça a passé extrêmement vite. En terminant, Madame Rouleau, avez-vous un mot d'encouragement pour les jeunes qui aimeraient poursuivre leur étude et éventuellement exercer à titre de pharmacien-pharmacienne? Mon Dieu, j'en aurais beaucoup probablement à vous dire, mais je pense que le plus important,
malgré la situation actuelle là, qui n'est pas facile là, quand même pour les jeunes, puis particulièrement, je trouve, ceux du secondaire là, et les jeunes adultes du niveau collégial. La pandémie, le fait que vous allez graduer dans ce genre d'événement-là. Mais malgré tout, je pense que d'énormes défis, il y a plein de belles choses qui s'en viennent, puis auxquelles vous aurez accès. C'est au bout de vos doigts. Fait qu'il suffit de trouver ce que vous aimez, ce que vous et de suivre ça, de suivre ce filon-là, puis c'est sûr que vous allez être heureux, puis vous allez pratiquer ou faire votre métier avec passion. Excellent. Donc, sur ces belles paroles d'encouragement qui met en évidence l'importance de la persévérance scolaire, c'est ce qui met fin à notre entrevue d'aujourd'hui. Encore une fois, un énorme merci, Madame Rouleau, d'avoir accordé du temps à la jeunesse aujourd'hui pour partager votre passion par rapport à votre belle profession. J'espère qu'à la maison, ça a pu vous éclairer dans votre choix scolaire et professionnel. Encore une fois, merci. Et les jeunes, on se revoit pour une prochaine entrevue. Merci, au revoir.